ne dirais pas que c'est une question, et c'est des fois aussi une position, une contribution de la société civile. Je m'appelle Faustin Kouman et je dirige une organisation de la société civile qui suit de près les questions de gouvernance et économique. Et je voudrais leur donner aussi ma contribution, mon analyse pour compléter. Je crois que peut-être les panélistes, chacun de nous doit avoir ses considérations, ses remarques par rapport à ma contribution. D'abord, je suis content d'avoir que cette réunion soit organisée en présence du Premier ministre. C'était quelque chose de très important. Mais je voudrais quand même insister sur ce qu'on appelle les résultats par rapport aux réformes qu'on veut envisager. On engage des réformes, mais il faut des résultats concrets qui créent quand même un changement par rapport au contexte de vie de la vie et des citoyens. Un citoyen lambda, par exemple, si on parle de l'inflation de 40%, plus de 30%, et de sur quoi influencé par les produits alimentaires, ça veut dire que maintenant, un changement de réforme, parler de l'engrais ou de quoi, de la production, il faut un changement par rapport à son taux d'inflation, de façon visible sur le marché. Parce que cette inflation est en train de créer une paupérisation inimaginable. Quand on les élèves de change, comment est-ce qu'on va voir quelque chose de changement? Si par exemple les banques, la banque centrale reprend, je dirais, le principe, l'habitude d'alimenter à travers le marché de change les banques commerciales en devises pour qu'elles puissent financer l'importation, cela va réduire de soi cette différentiel de change. Parce qu'actuellement, il faut analyser quel est le pourcentage des produits actuellement importés à partir des devises du marché officiel. Quel est le pourcentage statistiquement des produits importés sur le marché parallèle? Il faut connaître cette réalité en main. Parce que aussi la structure des devises, la structure des importations qui sont financées par les devises du marché officiel, quelle est cette structure actuellement? Il faut aussi tabler sur la gestion des devises corps. Parce qu'on nous dit, les élèves de charge, 3 mois, 1 mois, et ça évolue vers 1 mois ou 2 mois. Si la situation continue à être escalée aujourd'hui, c'est un problème. Il faut qu'on voit réellement une bonne gestion de devises pour que les banques commerciales puissent être alimentées par la Banque centrale régulièrement à travers le marché de change. C'est pour cela qu'on va alors rééquilibrer progressivement sur le marché de change. Parce que maintenant la demande des importateurs, la demande à devise ne pourra pas faire pression seulement sur le marché parallèle et pourra commencer aussi à aller vers le secteur bancaire classique. Là, je crois que c'est une question à étudier en profondeur. Au niveau de la pénurie des produits de première nécessité, carburant, oui, le carburant actuellement, et c'est une réalité. Vous allez parler des réformes macroéconomiques, mais pour le citoyen lambda, pour le consommateur, tant qu'il va passer 1 semaine, 2 semaines, file d'attente pour avoir carburant à la pompe, ces réformes économiques auront échoué. Il faut que ce phénomène disparaisse. C'est un cas inédit, atypique. Combien de pays actuellement en Afrique pour avoir une situation qui a été viagée? Parce que c'est depuis 2023 où structurellement on a un problème aussi qui pose un taux énorme sur l'économie, l'exportation, les mines, le café. On nous parle des réformes. Actuellement, aucun producteur du café n'a jamais été payé. Au niveau de la politique fiscale, le financement du déficit, tout le monde le sait. Le financement actuellement est monétaire. On voit toujours le financement du déficit de la Banque centrale. Mais il faut aussi tabler sur la question des dépenses. Le train de vie de l'État.
on ne voit pas la moindre signe au niveau de la réforme des dépenses publiques par rapport au train de vie de l'État. Merci. Au niveau des solutions, comme je peux. Merci beaucoup. En fait, certains de ces aspects ont déjà été évoqués ici. Je m'excuse, on est tenu par... Je clôture. Voilà, allez-y. Okay. Voilà. Je clôture. Allez-y, clôture. Par ce que je peux appeler les résultats concrets à partir d'une feuille de route bien établie et évaluable régulièrement sur 5 aspects. Parce que vous parlez des solutions, des piliers, mais il n'y a pas d'insistance, par exemple, sur la lutte contre la corruption. Parce que tant que la corruption reste ce qu'elle est aujourd'hui, la corruption politique, les conflits d'intérêts dans l'administration, le manque de transparence marché public, enrichissement illicite, clientélisme dans l'administration, l'homme qui fera la place qu'il faut, ça va limiter même l'aboutissement à ces réformes. Au niveau cohésion politique, au niveau environnement des affaires, au niveau coopération, au niveau au niveau de la coopération, il faut d'abord savoir quel est le niveau de la coopération dans le financement du développement au Burundi. Est-ce que le Burundi actuellement est-il capable d'accéder à un marché financier extérieur? Le Burundi est-il coté au moins pas une maison d'annotation comme on dit pour dire que le pays a une crédibilité pour accéder au fonds? Pourquoi le Burundi est toujours éligible au guichet des dons de la Banque centrale, de la Banque mondiale, au lieu d'avoir des crédits constants comme d'autres pays? Merci aussi. En conclusion, je dis que il faut que le Premier ministre qui dirige actuellement le gouvernement, on voudrait avoir un programme précis, des réformes, une feuille de route, des actions concrètes, visibles et qui changent les conditions de vie de la population. Et je voudrais aussi réagir un peu sur la capacité des banques commerciales à faire face aux engagements internationaux, donc à payer les endettements. Là aussi, la Banque centrale est vraiment disposée à discuter avec les banques commerciales cas par cas pour voir dans quelle mesure elle peut accompagner pour qu'il n'y ait pas de défaut de paiement, parce que ça risque de ternir l'image du pays. Et j'en profite pour peut-être informer que je viens de signer, la Banque centrale vient de signer un accord cadre pour un financement du secteur privé et qui sera garanti par la Banque centrale. Ça a été signé entre la Banque centrale et la Société financière internationale. Et ça vise les projets du secteur privé pour un montant d'environ 200 millions de dollars. Donc, comprenez que la Banque centrale reste engagée pour soutenir le secteur privé. Et les crédits qui seront accordés seront garantis par la Banque centrale. Voilà, je vais revenir sur la question qui m'a été posée en rapport avec ce fameux ratio de la couverture des mois d'implantation. D'abord, je dois préciser qu'il y a quelque part un certain biais. On parle de toutes les importations. Et le monsieur qui représente le secteur privé a posé une question très claire, ou a fait une proposition. Comment est-ce qu'on peut couvrir toutes les importations, y compris les importations qui ne sont pas nécessaires? Ça, c'est une question que je peux renvoyer à tout le monde. On demande de constituer 4,5 mois d'importation. Ça veut dire qu'on doit avoir des réserves officielles qui peuvent nous permettre d'importer au moins pendant 4,5 mois. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on doit importer? Est-ce que tout est nécessaire? Est-ce qu'on doit tout couvrir? Est-ce qu'on doit couvrir je sais pas, les 20 mousseux ou est-ce que tout doit être inclus? Donc ça, c'est une question aussi. Donc pour dire que ce ratio-là, c'est aussi à revoir. Et puis une autre question, ça, on utilise seulement les réserves officielles de la Banque centrale.
on n'inclut pas les autres réserves, notamment les réserves des banques commerciales et les réserves du marché noir. Parce que le dénominateur des importations, qu'est-ce qui constitue le dénominateur? C'est toutes les importations. Donc on utilise le renumérateur des réserves officielles qu'on compare avec toutes les importations qui ont été financées à la fois par la Banque centrale, les banques commerciales et le marché noir. Donc vous comprenez que il y a encore une fois lieu peut-être de revoir un peu ce concept. Et de là, je pense que j'ai répondu à la question comment on calcule ce ratio. C'est donc les réserves officielles sur le total des importations mensuelles. Voilà. Merci, Monsieur le Gouverneur. Il y a Son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, qui demande la parole. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Moi, j'aimerais rebondir sur la contribution de mon homonyme Faustin. Je pense que maintenant, nous allons engager un dialogue franc parce que des fois, on va toujours attaquer l'autre sans pour autant avoir le temps d'écouter les avis des autres. Vous, de la société civile, vous demandez une chose et son contraire. Vous venez tout de suite de dire que les cafés équités n'ont pas été encore payés. Il faut demander pourquoi ils n'ont pas été encore payés. Ça fait un moment qu'on a commencé la digitalisation du café pour que les cafetiers puissent être payés via les plateformes électroniques. Ça va nous aider à réduire des choses. Au Burundi, nous avons un phénomène qu'on appelle Mungwazo. Vous dites que vous voulez que la population, les conditions s'améliorent. L'objectif de digitaliser, c'est d'avoir les informations sur les vrais caféiculteurs. Pour éviter que l'argent qui est directement, l'augmentation qu'on a effectuée de 1300 à 2800, c'est pour que la population puisse bénéficier de cette hausse. Mais vous allez trouver ceux qui sont en train de bloquer cette réforme, ceux qui avaient l'habitude de pratiquer ce qu'on appelle Mungwazo. Maintenant, nous attendons à 67 000 tonnes de café cerise. Mais seulement 42 000 tonnes sont déjà enregistrées dans la plateforme. Ils étaient informés qu'ils seront payés par les plateformes électroniques. C'est-à-dire que l'agriculteur devait normalement fournir les informations par rapport à son numéro qui dit que sera Limikashi, Kokash, son numéro de sa fiche, ainsi de suite, sa carte d'identité. Mais on a fait une contre-propagande pour que la population ne puisse pas se faire inscrire dans la plateforme. Mais semble-t-il qu'ils ont déjà payé avec un prix qui est dérisoire. Maintenant, ils ne veulent pas que tout le monde soit enregistré dans la plateforme. Il faut faire attention, des fois, quand on fait des interventions. Il faut essayer de décortiquer les causes. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas payer. C'est la Banque centrale qui avance l'ODECA. Nous avons déjà l'argent sur les comptes de l'ODECA, mais nous n'avons pas les listes des vrais bénéficiaires. Comment est-ce qu'on peut permettre de payer quelqu'un qui n'a pas fourni des efforts pour la production de nos sommiers? Ça, c'est un élément. Deuxième élément, par rapport au privé. Les privés qui ne veulent pas que le système soit digitalisé, quels sont les objectifs qui sont derrière? Vous venez, la première ministre, il faut absolument nos situations. On va passer la parole à d'autres intervenants. Peut-être, je vois, madame, vous allez vous présenter. Moi, je réponds au nom de Dr Swadou Goma. Je suis vice-doyenne de la faculté d'économie à l'Université du Burundi. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle est la part ou bien quelle est l'importance que donne ce programme aux résultats de recherche des institutions universitaires. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est par rapport à la question de l'inflation. Il y a des projections, selon les présentations qui nous ont été présentées, qu'on projette qu'on atteigne un taux d'inflation de 8%. Alors, comme on est ici et qu'on aime qu'on soit un peu réaliste, moi, j'aimerais de savoir quelles sont vraiment
ces mesures, ou bien quelle est cette volonté qui peut nous assurer que son taux peut être atteint, le taux d'inflation de 8%. Est-ce qu'il y a vraiment des réformes qui auront des effets immédiats à court terme qui peuvent quand même nous garantir qu'on peut atteindre son taux d'inflation de 8% d'ici 2026? Une autre inquiétude, c'est par rapport à aux dépenses publiques. Parce que quand on dit qu'il faut quand même diminuer le taux d'endettement et qu'il faut aussi revoir quelle est l'utilisation des dépenses publiques, Monsieur le ministre des Finances nous a présenté qu'il y a un problème des écarts entre les dépenses publiques décaissées et les réalisations selon les rapports qui ressortent. Alors, moi, la question que je me pose, si le gouvernement constate qu'il y a vraiment un problème entre les montants qui ont été décaissés et les réalisations, alors quelle est la suite? Parce que s'il n'y a pas des mesures qui sont prises et qui vont pousser même les autres à ne pas continuer dans le même chemin, c'est comme si chaque fois on aura tendance à faire changer les choses, mais à la longue on se rend compte dans une situation où rien ne change. C'est une évolution puisque ce n'est pas la première fois qu'on voit de telles conférences et débats, mais maintenant on voit qu'il y a une amélioration très sensible en termes de franchise. Léonce a essayé de nous projeter, et les autres présentateurs de projeter la photographie de l'économie burundaise, son potentiel, ses faiblesses et les solutions. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter, je m'appelle Livio Desmartins, je suis membre de l'Assemblée nationale de la Commission chargée des finances, des comptes publics et tout ce qui est lié à la planification économique. Et je peux partager avec mes collègues les résultats de cette conférence et débat. Mais aussi, je suis ici en qualité du représentant du CNDD en tant que secrétaire national chargé des questions de développement. Le CNDD, son programme a mobilisé l'adhésion de la majorité de la population des élections et les principaux au niveau du programme, les principaux piliers du programme, c'était la vision Burundi un pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Et nous sommes très conscients qu'on ne peut pas atteindre ces objectifs sans mener des réformes. Mais vous allez me permettre, monsieur le modérateur, depuis 2007, je suis associé de près ou de loin à des réformes. Les événements de 2015 ont été sur la bonne voie. Mais la situation était laquelle? Nous devons la gérer et personne ne devrait pas se jeter les responsabilités. C'est plutôt le temps de pouvoir conjuguer les efforts et trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Selon les différentes présentations, on voit que l'économie burundaise a des difficultés, mais comme les autres, on peut trouver des solutions. Nous ne sommes pas aussi incapables de trouver des solutions. Mais bien entendu, il y a des efforts à faire. Comme un malade, comme l'a dit le secrétaire général de la CFCIB, quand vous êtes malade, il faut une cure. Et à certains moments, les médecins proposent des doses d'attaque. Je voudrais adresser une question au professeur Léonce. Est-ce que vous pouvez nous partager 2 ou 3 actions immédiates qui doivent être menées pour pouvoir accélérer les réformes? Puisqu'on discute, on fait beaucoup de discussions, mais il faut commencer quelque part. On se trouve, quelles sont les 2 ou 3 actions immédiatement qui n'exigent pas beaucoup d'expertise, beaucoup de recherche, pour que nous puissions voir que nous, les Burundais, nous sommes engagés sur la bonne voie. 2, apparemment, dans les différentes discussions, on trouve que les Burundais, on appelle des réformes. Vous le savez qu'au niveau du CNDD, nous avons organisé beaucoup de conférences, mais non pas à un tel niveau. C'était pour chercher à comprendre quelles sont les voies les meilleures pour pouvoir
rendre notre économie plus saine et plus forte. Comment juguler cette peur des réformes? C'est parce que c'était proposé par l'extérieur, les bailleurs de fonds. Ils nous proposaient des réformes et l'homme de la Chine n'avait pas nécessairement suivi. Mais aussi, les gens ont eu peur des retombées négatives de ces réformes. Je me souviens que depuis l'indépendance, chaque 10 ans, il y a une crise, surtout politique. On a engagé des réformes économiques, je crois, avec la mise en place du CCRP1, CCRP2. On espérait un taux de croissance de 8% en 2015. On était à 4,7 après l'évaluation. Mais la crise de 2015, vous l'avez vu, on a chuté jusqu'à au négatif. Pourquoi je lis tout ça? Je lis tout ça pour vous montrer que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de traiter peut-être une partie de la question. Moi, j'aimerais que vraiment, personnellement, on se focalise beaucoup sur ce qui est dans la vision, parce que la vision, je crois, c'est un peu global. C'est les aspects politiques, économiques, sociaux, etc., etc., etc. Mais nous voyons qu'il y a un handicap majeur pour tout ce que nous sommes en train de faire. Excellence, Monsieur le ministre Alain, je reconnais, il est vraiment quelqu'un qui est engagé pour qu'il y ait des réformes. Je connais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, quand il était à l'Assemblée nationale en charge des questions du budget, finances. Donc, ils sont tellement engagés pour que ces réformes voient le jour. Mais je pense que tout ce qui a été dit, c'est bon. Nous avons des hommes et des femmes qui sont engagés, mais là où je vois le problème, c'est d'abord déjà qu'ils ne sont pas dans cette salle, excusez-moi de le dire comme ça, qui bloquent tout. Vous venez d'entendre le représentant du CNFDD, il vient de vous parler, de demander 2-3 actions au professeur Léonce. J'allais répondre dans son même sens, mais j'aimerais vraiment que cette question ne soit pas posée par quelqu'un du CNFDD. Pourquoi? Excusez-moi. Oui, je vais terminer. Oui, je vais conclure. J'aimerais vraiment que certains blocages qui font qu'on n'avance pas vraiment soient identifiés avec sincérité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand nous voyons le représentant du CFCIB a parlé du marché parallèle, il y a déjà qui ne veulent pas que ce marché soit éradiqué. Et ces gens, ce ne sont pas n'importe lesquels. Donc, on doit vraiment parler d'une manière sincère. On a parlé des avantages qui sont donnés au niveau du budget. Ces avantages, Alain, ministre des Finances, les a cités. La gratuité, les subventions, etc., etc. Au niveau de l'école, on a écrit beaucoup de correspondances. Personne n'a voulu répondre. Donc, moi, j'aimerais que le ministre des Finances nous dise clairement et comment cela va et quand cela va être fait au niveau de la gratuité des soins. Donc, ceux qui vont en bénéficier, soit vraiment ceux qui se trouvent dans la situation de nécessité, donc tout ce qu'il a cité. Au niveau de l'ICOM, on aimerait savoir quand et comment ils vont le faire, parce qu'on a tenté avec le business, ça n'a pas marché. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie aussi, mais je pense que maintenant on a besoin vraiment des actions concrètes. Vraiment des discours, on peut le faire, mais des actions concrètes. Merci. Okay. Mais disons qu'on commence par partout. Mais si vous voulez, je peux vous
vous parler des choses qui peuvent être faites, qui doivent être faites, sans financement, sans rien. Par exemple, c'est que les institutions, toutes les institutions du pays, fassent leur rôle. Je commence par la vôtre. Le rôle du Parlement, la mission du Parlement, c'est d'assurer la redevabilité de l'exécutif. Alors, ce programme de réforme va être appliqué par l'exécutif. Je m'attends à ce que le Parlement, maintenant, est en train de réfléchir comment ils vont s'assurer que le gouvernement est en train de faire les réformes. Comment est-ce que vous, en tant que Parlement, vous allez informer le public de ce qui est en train de se passer au niveau des réformes? Parce que, comme j'ai dit, l'information, c'est un facteur essentiel pour le réussite des réformes. Mais aussi, au niveau du gouvernement, il y a des choses qui peuvent être faites sans demander des analyses supplémentaires et tout ça. Par exemple, c'est de signaler clairement que le gouvernement est engagé à limiter la création monétaire pour financer le déficit fiscal. Il y a des règles qui sont établies dans la loi qui disent que les avances du gouvernement ne doivent pas dépasser un pourcentage. Je ne connais pas le pourcentage. Commençons au moins à respecter ça. Si je veux vous donner l'exemple du Nigeria, qui aussi est passé dans des situations difficiles, l'une des réformes majeures qu'ils ont faites, c'est de faire exactement ça. Et quand vous analysez l'évolution des avances de l'État auprès de la Banque centrale, il y a eu une chute énorme au même moment où ils ont libéralisé le taux de change. J'ai dit bien au même moment. C'est-à-dire l'idée d'action de concert. Aussi, c'est de collecter ce qu'en anglais on appelle les hanging fruits. Les fruits qui sont mûrs, qui sont prêts à accueillir. À la Banque mondiale, on nous dit que le taux de décaissement des fonds, des projets, c'est 20%. Et en même temps, on est en train de dire, allons attirer des investissements, allons attirer des fonds qui viennent de l'extérieur. Mais ils sont là. Commencez à les utiliser. Il faut que quelqu'un aille poser la question, pourquoi, où sont les blocages? Le projet a été approuvé. L'équipe est là. Les travaux sont en train d'être. Pourquoi est-ce qu'on tarde à utiliser les fonds qui existent? C'est-à-dire, au lieu de chercher des solutions, avant de chercher des solutions difficiles, commençons par les solutions sur lesquelles on a du contrôle. Un autre point que j'aimerais ajouter sur ça, c'est que pour moi, le plus grand problème, c'est le problème dont j'ai parlé, c'est la responsabilité. Qui est responsable de la réforme? Au sommet, en termes d'autorité, on sait que c'est le Premier ministre. Son Excellence, Monsieur le Premier, il est là. C'est lui qui, avant d'être Premier ministre, il était ministre des Finances. Il a piloté ça. Il était au Parlement chargé des questions économiques, je pense. Il connaît les problèmes économiques qu'on a décrits. Donc là, on est assuré. Il n'y aura pas d'autres questions qui gèrent ça, donc on est assuré déjà. Mais on ne s'attend pas à ce que ce soit le Premier ministre, le ministre des Finances, le gouvernement qui va faire tout le travail. C'est la responsabilité de tous les Burundais. Et en revenant à ce que Monsieur Excellence, Monsieur le ministre a dit, moi je m'inquiète quand je regarde le genre de lenteur qui se trouve dans l'administration. Quand on parle de réforme, ça sera fait des activités qui seront être faites par des individus, par des staffs de l'État. Mais s'ils ne sont pas en train de mettre du sérieux dans la gestion des dossiers, ça sera la même chose. Alors, il faut qu'on soit honnête en tant que Burundais. Est-ce qu'on est sérieux pour voir les résultats? Puisque si la société civile, si nous les citoyens ordinaires, continuons à penser que c'est le rôle de l'État, l'État c'est qui? C'est qui l'État? C'est les 13 ministres? Non, c'est tout le monde. Donc, c'est facile d'accuser les gens, les autres. On dit toujours, l'une des solutions les plus faciles à un problème, c'est de transférer ça à une autre personne.
Vous avez un problème, vous dites non, non, ce n'est pas mon problème, c'est les autres. Ça, c'est facile. Vous allez dormir, vous êtes tranquille. Mais si les Burundais, si tous les Burundais n'arrivent pas à se convaincre que c'est la solution à partir d'un combat à tout le monde, ça ne marche pas. Monsieur le ministre a mentionné un cas précis où les gens ont été invités à s'inscrire sur leur plateforme digitale pour être payés. Mais ça abandonne, et puis on se plaint qu'ils n'ont pas été payés. Donc, chacun doit assumer la responsabilité. Le dernier point, c'est, on a parlé de réforme, mais je veux insister sur le fait que, comme son Excellence le ministre des Finances a dit, on ne commence pas sur tabula rasa. Il y a eu des réformes qui ont continué depuis, qui sont en train d'être implémentées. Mais en même temps, ce programme veut dire qu'on veut maintenant recalibrer à plusieurs niveaux. Que les choses doivent être plus claires, plus strictes, et qu'on soit déterminé à le faire, et que chacun y croit. Les Burundais, si vous n'y croyez pas, rien ne va se passer. Merci beaucoup. Merci professeur. Là, on va passer au reste des panélistes pour un dernier mot et éventuellement répondre à l'une ou l'autre des interpellations qui ont été exprimées par le public. Commençons par... oui, allez-y. Excellence. C'était dans la même ordre d'idée que le professeur Léonce, où chaque Burundais doit savoir qu'il a un rôle à jouer dans la mise en œuvre de ce programme. Je ne sais pas si Faustin est tout le dit là, elle a son rôle. C'est d'aller plaider que chacun doit jouer son rôle dans la mise en œuvre de ce programme. Moi, je suis pragmatique. Le professeur Léonce vient de le dire qu'il faut commencer par des petites solutions. La solution qu'on a proposée pour le café, pour le maïs, c'est parce qu'il y avait un problème par rapport à l'argent public qui est directement utilisé pour payer ces caféiculteurs. Je donne l'exemple. Quand on était en train de planifier la campagne maïs 2025 en cours, vous voyez quelqu'un qui vient vous présenter un document. Dans ce document, on dit qu'on doit acheter 1 million de sacs PIX pour un montant de 11 milliards. Alors que l'année dernière, on a acheté les sacs PIX. Les sacs qui ont été utilisés littéralement sans coût. On vous dit nous allons acheter, nous allons payer les veilleurs, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'on propose une plateforme qui va permettre d'avoir l'information maintenant qui sont en train de travailler sur le terrain et en temps réel. Il n'y a pas de miracle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est par rapport à ce qu'on est sérieux, on est vraiment engagé. Ou bien il y a des gens qui sont là, au niveau du gouvernement, ils vont essayer de tenter des choses. Nous, on est de l'autre côté, on va tout simplement les attendre au tournant. Non, il faut qu'on change notre mentalité. Il n'y a pas un programme. Nous ne représentons que le gouvernement, mais l'État, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est pour cela qu'on nous a invités dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'autre point, c'est par rapport... c'est le Chili qui a posé la question, quand est-ce qu'on va mettre en œuvre ces réformes? Je suis en train de vous donner des exemples par rapport aux différents programmes publics qui ont été initiés. Commençons par le programme national de subvention des engrais. Essayez d'interroger quel était l'objectif visé au départ. C'est parce qu'on voulait subventionner les vulnérables. Est-ce que c'est le cas pour le moment? Faut-il continuer dans la même ordre ou bien il faut changer des choses? La subvention, la gratuité des soins de santé, qu'est-ce qui était visé au départ? C'est parce qu'il y avait des décès au niveau des hôpitaux. Il y avait des gens qui étaient emprisonnés parce qu'ils n'avaient pas payé des factures. Quelles sont cette catégorie? Quelle est cette catégorie? Il faut bien poser la problématique de départ. Parce qu'à un certain moment, on engage des réformes. Il y a des politiques qui sont en train d'être mises en œuvre, mais à un certain moment, c'est comme si on s'est détourné de l'objectif de départ. On a parlé du refinancement, qui était censé être financé à l'époque. Pourquoi on a suspendu le programme? C'est parce que les objectifs arrêtés au départ ne sont pas en train d'être poursuivis. Maintenant, ce qui a été bien fait, il faut
maintenir le cap, mais pour les autres, il faut essayer de s'ajuster. Et ce n'est pas compliqué. Il faut tout simplement qu'on arrive à se poser des questions. Le café, la même chose. Pourquoi on a voulu introduire la plateforme? C'est parce qu'on a senti que l'objectif de la vision, la finalité de la vision, c'est l'amélioration des conditions de vie et la réduction des inégalités. Si c'est quelqu'un qui est au cabaret chaque jour et c'est lui qui profite des rentes du café, est-ce qu'on est en train de réduire les inégalités? Loin de là. Est-ce qu'on est en train d'améliorer les conditions de vie de la population? Loin de là. Tout ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas la théorie. J'ai vu quelqu'un burundais qui est à l'extérieur qui a écrit « L'heure de la vérité est sonnée pour Alain » avec ses théories brillantes. Non, on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Je pense qu'on a besoin des efforts des uns et des autres pour pouvoir sortir de cette situation. Et je me dis qu'on est vraiment au tournant de l'histoire. Et ce qui nous encourage, c'est la coordination au niveau du gouvernement maintenant. Nous avons une même vision des choses. Donc c'est ça que je voulais juste souligner ici. On n'est pas dans la théorie, mais il ne faut pas vraiment penser aux grandes solutions. Commençons avec les petites choses qu'on peut faire rapidement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, on va passer très brièvement au reste des panélistes. Je suis informé que Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, a un autre engagement. Allez-y très succinctement et très directement. Encore une fois, on n'a pas la prétention de tout vider, de vider toute la question. C'est impossible, même si on passait ici toute une semaine. Monsieur le gouverneur. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je vais peut-être passer très rapidement sur deux questions. L'une qui m'a été posée par le vice-doyen de la faculté d'économie, surtout en rapport avec l'apport des institutions de recherche. C'est pour vous informer déjà que la Banque centrale travaille avec un comité scientifique qui est composé des professeurs d'université qui encadre notre équipe de recherche. Donc là, c'est pour vous dire qu'on pense déjà à l'importance des institutions de recherche. Par ailleurs, vous voyez le professeur Laurence qui vient chaque année au moins 2 fois avec un autre professeur pour dispenser des formations en macroéconomie à l'endroit de nos cadres. Alors, en rapport avec les effets des actions à mener avec effet immédiat sur l'inflation, je suis très heureux que la question me soit posée par quelqu'un du monde académique. Je vais vous renvoyer ça sous forme de devoir à domicile et vous inviter surtout à penser en termes de niveau de prix. Parce que lorsqu'on parle d'inflation, des fois on se perd. Je vous donne un petit exemple. Un kilo de manioc sec chez nous à Okomoso, qui passe de 500 francs à 1000 francs, là on a enregistré un taux d'inflation de 100%. Mais lorsqu'on regarde le niveau du prix, on se rend compte que ça ne reste pas par rapport à d'autres régions. Et finalement, il y a le représentant de la Banque mondiale qui a posé des actions de la politique, des actions concrètes pour la coordination des politiques monétaires et budgétaires, si j'ai bien compris. Et ça a commencé là, ça c'est pas de la blague. Ce qu'on est en train de faire, c'est un engagement ferme. On va d'abord dynamiser le cadre de conduite de la politique monétaire et budgétaire. Et on a décidé de nous rencontrer au moins une fois par mois. Et tous les 3 mois, on va étendre le comité à d'autres secteurs, à d'autres ministères, pour justement discuter sur toutes ces questions économiques. Et pour vous informer, il y a le professeur qui venait de dire qu'il y a des choses qu'on peut faire là rapidement, notamment le respect, par exemple, du plancher, du niveau des avances, comme c'est prévu par la loi qui met en place la Banque centrale. Là, on va directement, on s'est déjà convenu avec le ministre qu'on va fixer ça à 10% des recettes de l'année dernière, de l'année précédente. Et ça, on ne va pas dépasser le niveau d'avance. Donc c'est déjà quelque chose qu'on peut faire là tout de suite.
Et ce qui est important, c'est que même au niveau du système d'information bancaire de la Banque centrale, on peut paramétrer quitte à ce qu'il soit impossible d'aller au-delà de son niveau. Voilà, c'est juste quelques éclaircissements. Alors, on a beaucoup de contraintes. Je n'ai pas entendu de questions remontant de la salle interpellant le secteur bancaire ou le secteur privé, à moins que... Ok, très brièvement, Monsieur le Président. Merci le modérateur, je vous remercie beaucoup. Juste soulever juste un commentaire. Vous avez parlé, Monsieur Léonce, Monsieur le ministre des Finances, de la discipline de la responsabilité. Ces réformes n'aboutiront que chacun joue son rôle et qu'il le fait de façon engagée et responsable. Les banques sont capables de financer le développement et la croissance, à condition que les banques elles-mêmes soient engagées. Sur certaines missions, les missions doivent être clarifiées. Dans certaines approches, la Banque centrale se substitue aux banques commerciales. Il faut que cette approche-là change, qu'on soit complémentaire, qu'elle joue son rôle de régulation de l'économie. Les banques qui sont fautifs, il faut les corriger, il faut les redresser. Et là, j'informe le ministre des Finances et le Premier ministre, si les banques font les bénéfices aujourd'hui, c'est parce que, en grande partie, ils financent l'État. Ce n'est pas normal. 40% des revenus des banques, ce sont les intérêts prélevés sur l'obligation du Trésor. Donc, il faut aussi que cette question soit regardée, puisque la capacité des banques à renforcer les fonds propres, c'est l'argent qu'on gagne sur l'État. Ce n'est pas notre rôle. On devait apporter ces financements au secteur privé pour financer la croissance. On demande que pour les débats à venir, dans les comités sectoriels qui seront mis en place pour que les réformes soient opérationnelles, on soit associé. Parce qu'à ce niveau-là, on n'a pas encore été. Merci. Merci, Monsieur le Président de la PEF. Est-ce que, à moins qu'il n'y ait une clarification brûlante de la part de la Chambre fédérale, je voudrais sinon... Ok, une minute. Merci, docteur. En réalité, c'est juste pour renouveler ma promesse devant Son Excellence Monsieur le Premier ministre et Son Excellence Monsieur le ministre des Finances. Quand le président de la BF et ADG de la BCB parlait du financement du gouvernement, n'est-ce pas? Alors, au lieu que les banques financent le gouvernement, là aussi pour le fonctionnement, n'est-ce pas, il faut que les banques financent le secteur privé. Donc, la solution passe forcément par l'élargissement de l'assiette fiscale et douanière pour qu'on puisse combler ce déficit public, n'est-ce pas, ce déficit budgétaire, et que les banques puissent, comme ça se fait ailleurs, financer le secteur privé. Et il n'y a pas moyen d'augmenter la production sans que les banques vraiment financent le secteur privé. C'est ce que j'allais dire, et nous sommes prêts à apporter notre maigre contribution à ce débat pour dénicher, n'est-ce pas, où les gens se cachent, les gens qui sont dans le paradis fiscal ou le secteur sous-fiscalisé, pour que les banques puissent dégager des fonds et financer le secteur privé. C'est ce que j'allais conclure sur ce souhait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là donc nous arrivons à la fin du panel. Comment envisagez-vous que les réformes qui ont été présentées depuis ce matin, quel est l'impact? Comment vont-elles impacter le secteur privé au Burundi? Vous avez la panoplie des réformes qui ont été présentées. Comment voyez-vous leur impact sur le secteur privé au Burundi? Merci, vous avez la parole. De manière générale, vous savez que d'abord au niveau du secteur privé, nous avons un secteur industriel encore embryonnaire au Burundi
le Burundi n'exporte pas grand-chose, vous le savez, mais comme on l'a vu, il y a le secteur de l'agriculture, des mines, du tourisme qui ont été épinglés pour soutenir ces réformes. De notre côté, nous pensons que d'abord notre contribution, c'est que Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, en parlant de 200 coopératives, 250 coopératives minières, il faut souligner que l'exploitation artisanale, c'est une exploitation où la traçabilité n'est toujours pas assurée. Ça, c'est la première chose à souligner. Alors, du côté de ce secteur minier, nous devons tout faire pour qu'il y ait des études de recherche, d'exploration, pour avoir la cartographie minière, mais aussi pour la quantification minière. Parce que quand il n'y a pas de quantification, quand il n'y a pas d'études de recherche, quand les gens exploitent, on ne sait pas ce qui est vendu officiellement et ce qui passe sous manteau. Alors, c'est une opportunité pour renflouer les caisses en devises, parce que le secteur privé a besoin de devises. Le chef de l'État dit, écoutez, il faut exporter, mais ça devient comme le problème de l'œuf de la poule. Le secteur privé, notamment les industriels, demandent l'accès aux devises qui ne sont pas là. Et pour acheter des équipements, pour acheter des machines, pour acheter des pièces de rechange. Alors ça c'est... Alors nous allons donc travailler coude à coude avec le gouvernement pour la mise en place de ces réformes et même définir les priorités de certaines entreprises prioritaires. Alors nous avons certainement des suggestions. Aujourd'hui, vous allez sur le marché, vous trouvez des bières Serengeti de Tanzanie, vous trouvez des lèvres de Belgique, vous trouvez des vins de toutes parts. Alors nous disons, dans ce contexte de manque criant de devises, je suis heureux d'avoir le professeur émérite Léonce Ndikumana qui a beaucoup travaillé avec le gouvernement d'Éthiopie. Alors c'est anormal qu'au Burundi, nous nous comportions encore en bourgeois, n'est-ce pas, comme de petits bourgeois, des lèvres dans toutes les petites boutiques de Makamba, des Stella dans les petites boutiques d'Onega Marangara, n'est-ce pas? Et ce n'est pas normal. Alors, vous allez dans un marché à Gitega, à Muyinga, on a des jus de toutes sortes qui viennent de Tanzanie. Alors, je me dis, même ce marché parallèle, n'est-ce pas, qui gère une grosse masse de devises, mais cette grosse masse de devises du marché noir nous achète du n'importe quoi, il faut de la discipline. Alors, il faut se comporter comme dans un pays en crise. Du côté du commerce, aujourd'hui, au niveau de la Chambre de commerce, les opérateurs économiques ont un grand problème, un sérieux problème. Nous avons une économie à deux vitesses, deux économies parallèles, l'une qui fonctionne au 2950 le dollar et une autre qui fonctionne aujourd'hui à 7300. Bon, j'étais au marché noir hier. Bien qu'il soit noir, les gens se rendent dans ce marché noir naturellement. Il était à 7300. Alors, d'abord, en termes de concurrence, la concurrence n'est pas là. Quelqu'un qui a obtenu de devises à 2950, il y vend au même prix que celui qui les a obtenus à 7300. Alors, je suis heureux d'avoir ici devant moi son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui était ministre des Finances. Aujourd'hui, la valeur en douane de quelqu'un qui a importé avec des devises obtenues au marché parallèle est la même que la valeur en douane de celui qui les a obtenues au marché officiel. Alors, la conséquence, Excellence, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les opérateurs économiques
sont contraints à la fraude fiscale. Ça, je vous le dis. Et il y a des pertes énormes parce que j'importe pour $1 million que j'ai acquis au marché parallèle. Au lieu de valoriser ça à 7,3 milliards, l'Aubert, les douanes valorisent ça à 2,950 milliards. Alors, je paie une taxe en douane pour cette valeur-là de presque 3 milliards. D'abord, il y a une perte au niveau de l'État. Deux, alors comme l'Aubert a valorisé ça pour 2,9 milliards, quand je suis en train de vendre, alors que la valeur réelle de mes marchandises, c'était 7,3 milliards plus les douanements, les gens, dans la machine à facturation électronique, au lieu de mettre 60 000, il met 20 000 parce qu'il est obligé de faire ça. Alors, vous comprenez que même au niveau de la TVA collectée, on perd des masses énormes d'argent au niveau de la TVA collectée. Nous avons une économie malade. Quand quelqu'un est malade, il passe chez le médecin, on fait un check-up médical. Le médecin vous transcrit une vingtaine d'examens à faire. Je crois qu'il faut vraiment un check-up médical complet et voir toutes les contraintes, toutes les barrières.